meet-up alors, autour du software craftsmanship. Voilà, donc pour ceux qui sont là depuis quelques temps, vous avez pu... déjà, est-ce que vous voyez bien le support? Oui. D'accord. Alors, on va être un peu limité en interaction, donc voilà, je vais essayer de faire mon mieux. Donc là, déjà, ce que vous avez sous les yeux, alors c'est en fait le manifeste craft, de craftsmanship. Donc pour ceux qui connaissent l'agile, j'espère qu'ils ont déjà reconnu la structure et aussi certaines choses. Oh là là, mais l'ennui. Si vous pouvez déjà mettre sur mute par défaut. Voilà, donc si vous voyez le manifeste craft, vous voyez que en fait, c'est un peu l'extension du manifeste agile. Parce que si vous voyez pas seulement des logiciels opérationnels, donc c'est ça c'est la partie de droite du manifeste agile, mais aussi des logiciels conçus, bien conçus. Pas seulement l'adaptation au changement, donc ça c'est encore la cible agile, mais l'ajout de constantes valeurs. Pas seulement les individus et leurs interactions, mais aussi une communauté de professionnels. Et pas seulement la collaboration avec les clients, mais un partenariat productif. Donc voilà, donc c'est vraiment, on voit que c'est un peu déjà par le manifeste, la suite du manifeste agile. C'est parce que il manquait quelque chose au manifeste agile selon certains, et du coup ils ont créé ce second manifeste en fait la même année que celui de agile. Bon. Maintenant, sur cette intro, je vais vous présenter un peu le sommaire du meet-up. En fait, la première partie, c'est un peu l'historique et puis les grands principes du craftsmanship ou l'artisan du logiciel. On reprend un peu chaque valeur du manifeste et après on finira avec un peu les outils et les concepts qui sont utilisés dans le craftsmanship, tels que le clean code, les TDD, les BDD, le kata. Donc première chose, c'est un peu l'historique. Alors on commence un peu à réfléchir au concept. La première fois où on voit un peu ce concept-là, c'est en 1999, dans le livre de The Pragmatic Programmer from Journeyman to Master, de Andy Hunt et David Thomas. Donc c'est là où on commence à avoir des petites idées émerger. 2 ans plus tard, on a le nom Software Craftsmanship apparaît dans le livre de même nom de Peter McBreen, en 2001 du coup. Et c'est en 2009 où lorsqu'ils étaient en train de concevoir le manifeste agile, il y a Uncle Bob qui était un des gens qui réfléchissaient sur le manifeste agile, qui a proposé un dernier principe, une dernière valeur, ce qui est que l'artisanat plus que les exécutions. Et comme cette proposition n'a pas été acceptée, tous les partisans en fait de ce concept se sont retrouvés la même année à Libertyville et ont créé ce fameux manifeste du craftsmanship. Maintenant, on va dire, on va partir des constats qui ont mené un peu à à ce manifeste, à ce mouvement. Donc on voyait que dans les coûts du logiciel, en fait, il y a un tiers qui est lié au développement et 2 tiers qui est dépensé dans la maintenance et exploitation. Donc, et c'est sur ces 2 tiers qu'on pouvait vraiment agir pour réduire les coûts logiciels.
Une autre chose, c'est l'agilité, en fait, apporte pas beaucoup de choses, mais des choses qui ne sont pas considérées dans l'agilité, c'est la qualité des livrables et la robustesse. Et autre chose, bref, c'est que si on regarde un peu, hein, c'est un peu le constat que je fais et qu'on fait un peu tous dans nos projets, c'est que il n'y a jamais de budget pour des projets, mais par contre, on a l'impression que le budget est limité pour les maintenances et exploitations. Parce que là, quand on dit ça coûtera moins cher plus tard, ben on n'a pas d'écho. Donc ça aussi, bon ben ça c'est un long travail et il n'est pas acquis. C'est de faire changer cet état d'esprit un peu des entreprises et qu'on est d'être piloté par des budgets restreints. On doit faire des Rolls avec des budgets de 2 chevaux. Et après, on attend des performances de Rolls. Voilà. Et de la robustesse de Rolls-Royce. Et dernier point aussi, c'est les pauvres développeurs. En fait, il y a un peu une démotivation parce que comme on nous pousse à développer vite avec peu de budget, ben ça crée quand la seule chose qui reste, hein, c'est la qualité. Donc au final, on se retrouve avec à faire surtout de la maintenance. On a une énorme dette technique. On n'a pas de projet ou très peu. Du coup, peu de défis. Quoique, le défi de entretenir le legacy, c'en est un. Euh, Pas beaucoup de valeur ajoutée et peu d'évolution. Donc on se retrouve un peu bloqué avec peut-être plein d'espoir et plein de motivation et après on se retrouve sur des projets où au final on maintient quelque chose un peu obsolète, du legacy et c'est pas forcément très motivant. Donc sur ces constats-là, on va passer au principe. Donc là je relis la première phrase du, euh, du manifeste, c'est en tant qu'aspirant artisan du logiciel, nous relevons le niveau du développement professionnel de logiciels par la pratique et en aidant les autres à acquérir le savoir-faire. Donc on voit un sentiment déjà de meilleure qualité et aussi d'entraide. Donc les premiers principes, en fait, c'est déjà quand on demande, là sur l'exemple, une maison. Bon, alors, actuellement, on nous donne les capacités pour faire une tente, et des fois, on essaie de faire un château à la place. Donc, en fait, tout est dans trouver le bon équilibre pour proposer un code tout juste conforme aux exigences. On ne fait pas plus, on ne fait pas moins, qui engendre des coûts de maintenance réduits parce qu'ils sont de qualité et surtout robustes. Donc, aller trop vite, ça provoquerait en fait un logiciel inadapté qui serait fragile et coûteux en maintenance. Et l'autre danger aussi, des fois, quand on veut trop bien faire, aller trop vite, c'est de la surconception, faire des choses qui n'arriveront jamais, ou faire des choses ultra complexes alors que le besoin, c'est quelque chose de très simple. Et puis du coup, là, c'est l'inverse, ça va être coûteux en développement. Donc souvent, là j'ai pris l'image d'un château, mais souvent on parle de cathédrale. Et là, le meilleur exemple, c'est celle de la Sagrada Familia. Ils ont tellement voulu faire un truc gigantesque et compliqué qu'elle n'est toujours pas finie. D'un autre côté, maintenant on va voir toute la partie communauté, etc. Voilà, on retrouve notre petit développeur démotivé dans le coin, dans son coin. Donc, en restant dans son coin, ça va pas bouger. Mais en fait, tout ce qui, s'il veut que ça bouge, on doit compter sur les autres. Donc, en fait, il y a tout est axé là-dessus, sur le partage, sur le mentorat, sur des principes, des méthodes.
Il faut qu'on voit au centre du RAM, donc on voit des équipes, voilà, deux personnes qui travaillent ensemble, tout seul qui se forment tout seul. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est vraiment tout est dans le partage. Le, les questions, voilà, se renseigner, s'exercer tout seul, à deux, en communauté. Voilà. Donc, en fait, le constat, c'est que quand on apprend à développer, on n'apprend pas du tout. On apprend à faire à coder, à faire que ça fonctionne, mais on ne nous apprend pas à tout, comment faire pour que ça fonctionne bien, quels sont les principes à suivre pour arriver tout de suite à quelque chose de fonctionnel et robuste. Et du coup, tout ça, tout cet apprentissage-là nécessite une communauté ou de l'entraide, du mentorat, des partages. euh, et, euh, et- et voilà. Euh, on va passer à la suite. Donc là, on va passer à chaque valeur du mentorat, du, du manifeste, pardon. C'est, et le premier, c'est celui où il y a beaucoup d'informations. C'est celui de, ben, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Alors, qu'est-ce que seraient des logiciels bien conçus? Ça serait déjà des logiciels conformes. Donc, conforme, ça veut dire quoi? Ça fait ce qu'on me demande de faire, pas plus, pas moins. Donc, comment on arrive à s'assurer de ça? C'est des pratiques. Donc, déjà, avoir des tests unitaires d'intégration de bout en bout. Voilà, toutes sortes de tests. Il y a aussi quelque chose qui amène à avoir quelque chose de conforme, c'est faire les TDD, les BDD, donc les développements dirigés par le test ou par le comportement. Et aussi, ben, voilà, faire des architectures applicatives simples qui correspondent aux besoins. Donc une recherche, voilà, une étude, on ne va pas tout de suite penser à faire une machinerie hyper compliquée quand il suffit de faire quelque chose de simple. Un autre grand facteur pour dire que c'est bien conçu, c'est que c'est lisible, robuste et maintenable. Donc en fait, le but c'est quoi? C'est d'avoir quelque chose que dans le code, on puisse facilement comprendre ce qui se passe sans avoir à avoir une grande expérience. Même, je dirais même que n'importe qui, même pas du métier, puisse comprendre le code. Donc pour ça, en fait, voilà, il y a- on- les outils et les principes sont la mise en place déjà de bonnes pratiques. Donc si chacun fait un peu comme il veut, ben ça sera lisible que pour lui. Appliquer voilà, le principe de clean code. Donc, ce qui est, faire des code review. Donc c'est bien beau de se fixer des règles, mais faut que entre développeurs, on puisse ben, vérifier chacun que tout le code de l'autre, pas, pas pour le noter, etc., mais dans le but de le faire améliorer le code, potentiellement améliorer la personne en face de soi, et aussi se baser sur ces règles pour vérifier qu'elles soient bien respectées. Il y a aussi une autre chose, c'est le monitoring applicatif. Si on a des logs riches et bien structurés avec les informations claires, ben on arrivera facilement aussi à comprendre s'il y a un bug, beaucoup plus rapidement pourquoi il y a le bug, que si on doit arriver en disant bon je sais pas du tout ce qui se passe, bon je regarde mais je suis pas sûr d'y arriver. Là avec une log
structuré, clair, on va pouvoir tout de suite savoir pointer du doigt là où il y a un problème, tout de suite dire orienter le problème à la bonne personne, alors que sinon, il faut qu'il y ait une personne qui passe beaucoup de temps pour avoir juste cette information-là. Et un autre principe, c'est le refactoring, c'est l'amélioration continue du code. C'est pas parce que je l'ai pas fait que je dois pas l'améliorer. Justement, je viens, je vois qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, je le fais. Et pourquoi je peux le faire facilement? C'est parce que derrière, j'ai mes tests qui vont me dire si je casse, si en améliorant le code, je casse l'application, je le saurai tout de suite. Donc je peux y aller tranquillement. Et du coup, plus on avance dans le développement, plus on a un code qui sera robuste et fiable. Bon, c'est bien, mais moi, j'ai pas appris tout ça, hein. Moi, on m'a juste appris le Java, ou n'importe quel langage, mais on m'a pas appris à faire, à faire bien les choses, à faire, du moins, tout ce principe de, de code, de clean code, de refactoring, etc. Ben, on me l'a pas appris. On l'apprend pas quand on apprend les langages de programmation. Donc, comment on peut y arriver? Ben, en fait, c'est justement là, on va revenir sur ben, organiser des meet-ups, des conférences, alors du coaching, ça marche bien aussi. C'est comme ça que j'ai appris le craftsmanship. Ou sinon des exercices de programmation en communauté. Et après, ben aussi ben, la désignation d'un mentor, d'une personne qui saura guider les gens. Donc, ça peut être le rôle du tech lead. Donc, justement, pour continuer sur le rôle du tech lead, ah mince, pardon. Le rôle du tech lead, en fait, bah, c'est lui qui, avec l'équipe, va définir les bonnes pratiques à respecter. Donc, ben, l'expérience de chaque membre de l'équipe peut être riche pour pouvoir instaurer ces bonnes pratiques, ou en tout cas les définir. C'est lui qui est garant de la qualité du code. Donc c'est lui qui doit faire tout son possible pour que ça soit respecté, que le code soit de qualité. Il va vérifier le respect des bonnes pratiques et aussi il décide des solutions techniques. Donc, donc son rôle est toujours de travailler avec son équipe, mais potentiellement d'orienter sur des solutions techniques si l'équipe n'y arrive pas. En bas à droite, j'ai mis dans un petit carré, vous allez le voir de temps en temps. En fait, ça, c'est un autre, ça, c'est pas, je sais pas si c'est pas, c'est d'autres principes qui viennent de l'extrême programming. En fait, il n'y a jamais eu de lien, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'adhérence avec l'extrême programming. Donc, ça n'a jamais été officiellement dit, mais donc là, selon l'extrême programming, il faut de la conception simple, donc on avait vu ce point-là, du clean code, du refactoring et des tests. Donc ça résume un peu ce qu'on a dit, mais officiellement, il n'y a aucun lien. Euh, deuxième valeur, c'est pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de valeur. Donc le principe, c'est ce que je disais tout à l'heure, laisse toujours le code encore plus propre que tu l'as trouvé. Bon, ça fait penser beaucoup à des messages qu'on a dans les toilettes, mais c'est la même chose. C'est que c'est pas parce que c'était comme ça qu'il faut pas le changer. C'était comme ça, je me rends compte que c'est pas propre, je fais mon possible pour que ça soit plus propre, plus optimal, plus lisible. Donc voilà, c'est le rendre chaque fois plus testable, plus réutilisable et plus optimal, optimisé. Euh, le... La valeur suivante, c'est
pas seulement des individus et de leur interaction, mais aussi une communauté professionnelle. Donc, la petite phrase qui va bien, c'est un craftsman veut travailler avec des professionnels passionnés et inspirés, c'est-à-dire d'autres craftsmen. Voilà. En gros, on a une envie de travailler ensemble, de progresser ensemble. Donc, tout se base en fait sur le partage ou le coaching. Tout ça pour mettre en commun nos connaissances, nos idées, nos succès et nos échecs. Donc, la petite référence à l'XP, voilà, il préconise du coup le pair programming, c'est-à-dire le programming à deux personnes, en groupe, tout ce qui est propriété collective du code, donc l'open source, etc. Donc en fait, le but c'est vraiment pas de chacun réinventer ses principes, ses règles, et ses méthodes, chacun de son côté, mais de les mettre en commun et avancer tous ensemble. Et la dernière valeur du craftsmanship, c'est pas seulement la collaboration avec les clients, mais aussi des partenariats productifs. Donc, ça se base sur le fait que, en tant que développeur, en tant que craftsman, nous sommes des artisans et pas des exécutants. On n'est plus à suivre. Alors, comme j'ai commencé, il y avait même des personnes dont le rôle était de créer le pseudocode. Et après, nous, en tant que développeurs, on avait à lire le pseudocode, le traduire un peu en langage de programmation, et puis voilà. Non, on n'est plus là. Maintenant, on est là en tant que développeur, on est impliqué dans dans la vie du projet, on comprend le fonctionnel, on est là pour aider les clients. On doit savoir dire non. Bon, c'est pas facile, mais pour leur bien. C'est-à-dire que si on voit que ce qu'ils disent, on va dire c'est une usine à gaz, alors que leurs besoins, tels qu'ils l'ont exprimé, est autre. Voilà, faut avoir la capacité de leur dire, alors c'est pas forcément dire non, mais en tout cas de proposer autre chose qui semble plus adapté par rapport aux besoins tels qu'ils l'ont exprimés. Is now joining. Unknown participant is now exiting. Pardon. Et aussi, notre but, c'est d'accompagner le client vers un monde technique plus agile. En fait, la partie environnement technique n'est pas du tout dans l'agilité. Donc, en fait, c'est pousser un peu l'agilité encore plus loin. En ayant un nouveau rôle en tant que développeur qui est d'aider et pas d'exécuter ce que demande le client. Mais toujours dans son sens. Donc la petite référence à XP, c'est je traite mon client comme un partenaire. Voilà. C'est le principe du courage de XP. Donc c'est parti. Bon ça, on a vu toute la partie un peu théorique, surtout théorique. J'aurais aimé pouvoir faire des choses plus interactives avec vous, mais voilà, à distance et avec les outils qu'on a, c'est pas l'idéal. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les concepts et les outils qui sont utilisés dans le craftsmanship pour respecter toutes les valeurs qu'on vient de citer. Donc, première chose, c'est le clean code. Alors, je ne veux pas faire fuir les non-codeurs, etc. C'est vraiment fait pour tous. Là, c'est un code où, en fait, c'est une calculatrice qui doit faire les 4 opérations basiques.
Et là, on voit déjà, la classe elle s'appelle My Calculatrice, donc j'ai un mix d'anglais, de français. Euh, en fait, ce qu'on appelle des méthodes ici, c'est des fonctionnalités. Donc là, on y en a une qui c'est do opération 1, avec des noms, des paramètres qui sont pas forcément très lisibles. Là, on comprend que c'est une addition et qu'on retourne l'addition. Donc là, voilà, on a besoin de rentrer dans le code. Déjà, le nom de la fonction de la méthode ne parle pas. Les arguments, on ne sait pas à quoi ils servent. Euh, et on doit vraiment rentrer dans le code. Donc là, on est quand même sur une opération simple, donc c'est pas évident. Mais là, c'était pour montrer que là, on doit aller vraiment fouiller dans le code pour comprendre ce qu'il va faire. Même chose, la deuxième, faire opération. Donc là, en plus, on était en anglais, maintenant on est en français. Faire opération, ça veut toujours rien dire. On voit qu'il y a toujours des paramètres qui sont vagues. Ça s'appelle somme, donc on pourrait croire qu'on fait encore une somme. Et puis si on regarde dans le code, on dit, bah non, on fait une soustraction. Bon, en tout cas, c'est pas très clair. Encore une fois, je dois aller loin. Et puis, même chose, calcul 3, encore une autre façon de nommer la chose. Bon, on devine, c'est toujours le truc qui s'appelle toujours somme. Euh, on finit par voir que c'est une multiplication, et puis encore une fois, bref. Là, euh, voilà. Donc là, on a un exemple de code pas forcément très clair, alors qu'on est vraiment sur des opérations très simples. Qu'est-ce qui manque aussi? C'est des cas d'erreur qui ne seraient pas forcément gérés, parce que si jamais sur la division, tout le monde sait que le diviseur il doit être différent de 0, sinon on ne peut pas calculer. Bref, voilà. C'est un code un peu moche et puis on a besoin d'aller chercher loin dans le code pour comprendre ce qu'il fait. Donc là, là c'est notre version un peu plus améliorée. Un peu plus améliorée. Il y a toujours des autres façons de faire, donc c'est jamais la meilleure règle. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Le nom de la fonctionnalité, elle est compréhensible. On a compris tout de suite que c'est une addition, pas besoin de rentrer dans le code. On a des arguments, donc c'est deux arguments à additionner. Donc c'est pas juste un nombre, deux. On sait que c'est les composants de l'addition. On a quoi? On a une log pour montrer si jamais il y a une erreur, etc. De pouvoir remonter, tiens, oui, j'ai une erreur parce que euh, j'avais tels arguments et ça colle pas. Donc on a une trace de passage pour dire, tiens, ça s'est bien passé. Du moins, on est passé par là. Là, on a l'argument, il s'appelle somme. Bon, là, on avait déjà cet argument, mais on comprend que c'est une somme, donc ça va avec le thème. Donc, on garde en fait des termes fonctionnels, des termes métiers. Les métiers de du calcul. La fonction, c'est de additionner, donc on utilise le terme add. Le résultat, c'est une somme, donc on utilise euh, une variable qui s'appelle sum. Même chose, on continue, subtract. Donc là, j'ai dû chercher les noms des termes en anglais parce que je ne sais pas, mais encore une fois, on a vraiment des arguments qui sont, voilà, les termes métiers du calcul. On le minuend et le subtrahend. Voilà, même chose, une log. Là, on n'a pas gardé somme, on a mis différence. Voilà, donc je vais pas aller. Donc l'idée est là, c'est à garder même chose dans le nom du programme, dans la classe, dans le nom de la fonction, dans la méthode, dans les noms des arguments. On les nomme pas n'importe comment, on les nomme avec un maximum de sens métier
pour ne pas avoir à aller loin dans le code pour le comprendre. Et puis là, ben, divide, on sait que ben, il y a un cas où on va avoir un problème. C'est si jamais le diviseur est égal à 0. Donc là, même chose. On, on crée un message, on le log et puis on crée ce qu'on appelle une exception. C'est que du coup, on remonte l'erreur. Et on a gardé les termes métiers. Donc, pour résumer un peu tout ce que j'ai voulu vous partager, c'est que les bonnes pratiques, bon, ça commence déjà par le choix d'une langue unique. Donc, trop souvent, je vois du code avec du français et de l'anglais. Bon, ça reste à là, heureusement. On utilise des termes métiers jusqu'au fond du code, au plus loin du code, même c'est les termes métiers, pas des. Donc, dans les classes, dans les méthodes, dans les variables. Donc, c'est là, là, je reviens à n'importe qui arrive sans vraiment l'habitude du code, ben, va comprendre assez rapidement ce qu'on est en train de faire. C'est ça le but. C'est limite, c'est faut demander à votre métier de lire votre code et il doit comprendre ce que tu as fait. Des logs applicatifs structurés, donc c'est-à-dire ben, déjà ben, bien mettre au bon niveau. On peut avoir des logs pour le débugage, pour juste l'information, pour faire des warnings, juste pour dire attention, il y a un truc louche, mais c'est pas bloquant. Pour faire des erreurs, pour dire il y a eu vraiment une grosse erreur. Donc vraiment utiliser tous les niveaux et aussi qu'elles soient riches avec les informations qui, qui, qui fassent que rien que lire la ligne de log fasse que tu as compris ce qui s'est passé. Trop souvent, on va chercher l'erreur, on fait un copier-coller, on fait une recherche partout dans le code et on va chercher où est-ce qu'on a une erreur un peu se formater comme ça parce qu'on n'a pas les informations. On a juste dividing. Par exemple, on n'a pas dividing telle valeur par telle valeur. Voilà. Et aussi bien gérer les erreurs. Souvent, je vois aussi qu'on n'utilise pas la gestion d'erreurs comme il faudrait. On essaie de la gérer autrement alors qu'on a des choses puissantes pour le faire. Et je mets 3 petits points sur la fin. Et 3 petits points, c'est parce que ben il n'y a pas de règle fixe et c'est ensemble qu'on va définir ces bonnes pratiques et elles peuvent très bien être différentes suivant les équipes, suivant les organisations, etc. Deuxième concept qui est important, ce que je voulais c'est des focus, hein, il n'y a pas que ça, c'est les tests unitaires. Là, je veux juste vous montrer vous rendre compte de quelque chose. Là, juste pour tester ce code, ah mince, pardon. Pour juste tester ce code, donc en gros, moins d'une dizaine de lignes, ben en fait, voilà, je suis obligé, pour bien le tester, et encore, hein, la science n'est pas exacte, j'ai peut-être oublié des choses. Pour bien le tester, en fait, voilà, faut faire énormément de code. Donc déjà, le test unitaire, en fait, voilà, on va créer, en fait, plusieurs tests pour calculer une même fonction. Donc on a plusieurs types de tests. On a le cas nominal, donc en gros quand ça fonctionne bien. Donc là, bon, je vous épargne, je suis sur la division. Ben voilà, j'ai en dividende 10, diviseur 2, et puis je m'attends 5. Et voilà, ça c'est un test. Là je sais que ben, je fais bien ma division euh, sur des bases nominales, c'est-à-dire de fonctionnement normal. Après, je vais essayer de creuser. Est-ce qu'il n'y a pas des cas limites? Donc là, est-ce que peut-être que je devrais avoir en entrée en dividende ben, que des chiffres compris entre 1 et 3. Bah, le cas nominal, je vais prendre 2, les cas limites, je vais prendre 1 et 3, et puis je vais regarder 4. Est-ce que ça marche bien? Je vais regarder 0 si ça marche bien aussi, parce que des fois, on peut se tromper sur cette limite-là. Je vais tester aussi tous les cas d'erreur. Bah,
est-ce que je gère bien la division par 0? Donc en fait, ça fait tout un ensemble de lignes. On voit que du coup, il y a à peu près 5 fois plus de lignes que ce que je dois tester. Donc ça, c'est une pratique importante. Et il ne faut pas la négliger, mais il ne faut pas aussi négliger d'autres choses. Donc en fait, on teste quoi? Le but du test unitaire, c'est tester une fonctionnalité simple, c'est-à-dire, voilà, faut pas avoir une méthode de méthode à rallonge, parce que là, on ne pourra pas sereinement tester tous les cas possibles. On aura trop de cas à gérer. Et sans dépendance, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de facteurs extérieurs qui puissent faire varier le résultat. Donc quand on a une fonctionnalité qu'on appelle une autre, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on la bouchonne. On la moque, c'est-à-dire on lui fait retourner toujours, on lui dit ce qu'elle doit retourner, et pour ne pas avoir à tester aussi cette sous-fonctionnalité. Quelque chose à pas négliger, c'est qu'on estime le fait de faire les tests unitaires à une augmentation à peu près de 30% du coût du dev. Donc, voilà, c'est pas à négliger, c'est quelque chose à prendre en compte quand on estime, avec les tests, c'est environ 30% de plus. Mais par contre, le gain énorme, c'est que le test, on l'a créé pour un besoin à un moment donné, mais à chaque fois qu'on va livrer, ce test il va être exécuté sans la présence humaine. Donc ça veut dire que on est toujours sûr que cette fonctionnalité va continuer à fonctionner correctement. Et aussi, on est toujours sûr quand on fait d'autres codes ou du code qui se rapproche de cette fonctionnalité, qu'on n'a pas cassé cette fonctionnalité. Voilà. C'est dans un sens, on se rassure et ça donne, comme je disais, plus de liberté quand il va s'agir de optimiser le code, de faire du refactoring, parce que ben, si ça reste toujours, le test est toujours positif, c'est qu'on n'a pas cassé la fonctionnalité. Donc c'est qu'on va dans le bon sens. Si jamais on voit rouge, ben hop, alerte, on revient en arrière et on essaie de faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est un peu la puissance des tests unitaires. C'est que au final, quand tu codes, c'est pour valider ton code, et par la suite, ça devient automatiquement l'équivalent de test de non-régression. Maintenant, on va aller sur d'autres concepts un peu plus poussés. C'est le TDD, donc Test Driven Development, ou développement dirigé par le test. Donc, un code c'est un code qui est dirigé par le test et pas un test orienté par le code. Alors, je veux dire par là, c'est que en fait, avant de réfléchir à son implémentation, on va réfléchir à ce qu'il doit faire. Et ça change pas mal de choses parce que quand on commence par son implémentation à coder, nos choix de test, ils sont toujours influencés par comment on l'a implémenté. Donc, quand on fait Donc, l'idée, c'est pas de faire le test après, mais c'est de faire le test avant. Donc, on va essayer de suivre le cheminement. Donc, on commence sur une nouvelle fonctionnalité. On commence par écrire les tests, même si on n'a rien implémenté. Et le but, donc, comme on n'a rien implémenté, on fait tourner le test. Et la première chose qu'on a, logiquement, c'est un test fails, donc un KO. Si c'est un OK, ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire pour faire respecter cette nouvelle fonctionnalité. Elle était déjà là. Donc c'était rare, mais du coup on commence toujours par un KO. Donc après, quand notre but, c'est de décrire mais vraiment le strict minimum
de code, d'implémentation, pour que le test passe. Donc souvent on s'arrête là en fait. Sur les trois quarts des gens, des développeurs, etc. On s'arrête là. Il a passé, ok, je peux passer au suivant. En fait, c'est la réflexion du TDD, et puis dans cet environnement-là, c'est que d'un côté, j'ai fait le strict minimum, pas forcément de la façon la plus propre, pour que ça fonctionne. C'est déjà une bonne étape de passer, mais c'est pas fini. Maintenant, on va faire attention à ce que, le code qu'on a fait soit robuste, soit être sûr qu'il va pas planter dans certains cas, optimiser, voir si au final la fonctionnalité que je viens de développer ressemble à 90% à une autre fonctionnalité. Est-ce que je pourrais pas voir ce qui est en commun, réutiliser ce qui est en commun, voilà, modifier le code pour réutiliser et pas avoir à réécrire deux fois 90% de la même chose, 90% de l'implémentation. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est pas forcément le plus propre possible, faire passer le test, et dans un deuxième temps, faire du refactoring, c'est-à-dire optimiser au maximum le code pour qu'il soit facilement maintenable, réutilisable, etc. Donc voilà. Donc en fait, à chaque étape, il y a un peu sa réflexion. Donc quand on est dans l'étape, ce qu'on appelle, donc on parle souvent de Red Green Refactor pour tout ce qui est TDD. Donc Red, c'est quand tu es à ce moment-là, c'est pense à ce que tu dois développer sans penser à son implémentation. Donc l'idée, c'est de faire abstraction de comment est ton application, de comment tu penses l'implémenter. C'est essayer de ne pas y réfléchir tout de suite, c'est pas facile. Mais tout de suite se dire, ben tiens, on m'a demandé de pouvoir faire une division. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir faire mon test, calculer le test nominal. Donc, savoir que quand si je retranche 3 à 5, j'obtiens 2. Des cas d'erreur, je pense tout de suite à la division par 0. Donc, je dois gérer de telle manière cette erreur-là. Euh, et puis après, d'autres cas, des fois les valeurs sont vides, sont nulles. Gérer ces erreurs-là qui sont courantes quand une valeur est à 0, quand une valeur n'est pas renseignée, des choses comme ça. Et une fois d'avoir créé toute cette série de tests, là, on va faire tourner le code. Et évidemment, tout va se cracher. Donc, première chose, on va prendre le cas nominal, et on va coder pour qu'il passe. Donc, on va faire cette soustraction, on retourne la division, on retourne le résultat. Hop, cette partie est verte. Après, bon, on regarde, est-ce qu'on peut arranger? Bon, là, c'est un code simple, il n'y a pas de souci. Hop, on passe au test suivant. Le test suivant, hop, il est rouge. Donc on va aller. On, on va aller faire le code pour qu'il devienne vert, regarder l'ensemble de son code, le refactorer, et ainsi de suite. On va au test suivant. Et puis donc là, on parle de cycle red, green, refactor, red, green, refactor, jusqu'à ce que tous les tests soient verts. Un autre concept, c'est le développement dirigé par le comportement ou Behavior Driven Development, BDD. Donc là, ça ressemble un peu à ça, à la même chose, mais c'est pas au niveau test unitaire, c'est au niveau plus test fonctionnel. C'est-à-dire que là, c'est dans vos user stories, vous avez vos critères d'acceptance. Alors, donc, un langage commun, je dis pas que c'est tout le temps
c'est le Gherkin. Le Gherkin, c'est given when then. Donc on définit tous les critères d'acceptance sous ce format-là. Bah, l'idée, c'est une fonctionnalité plus globale, fonctionnalité plus métier global, ben, c'est de faire la même chose. Là, c'est le PO ou le billet qui a défini les critères d'acceptance. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un test par cas d'acceptance. On va faire le cycle Red-Green Refactor. Donc les deux cycles peuvent se cumuler. Et ben, une fois que ben, tout est vert, tous les critères d'acceptance sont acceptés, sont valides et refactor, ben, tu peux dire bah, c'est bon, j'ai fini my user story. Euh, euh, et en fait, au moment de l'intégration, ça va générer un compte rendu qui est lisible, qui est qui est en principe par tous, parce que ça va être sous ce format-là plus fonctionnel. Donc à chaque fois, on pourra renvoyer, pas forcément l'utilité au final, bah, le billet, le QA ou le PO pourra se dire, Unknown bon, bah, participant is now joining. suivant le, le retour du cahier test, ils ont quoi? Ils ont une vision déjà dans un langage qu'ils comprennent de tous les tests qui sont passés et qui sont passés au vert ou qui ne sont pas passés. Euh, et du coup, ben, reste euh, à la partie plus métier et qualité, ben, de lire le rapport. Et ils verront, tiens, il y a tel test c'est passé, tel test c'est passé, tel test c'est passé. Et ne plus que peut-être retourner faire du test pour juste titiller les fonctionnalités qui auraient pu être oubliées dans les critères d'acceptance ou des choses comme ça. Donc là, la force, c'est que ben, le développeur, s'il implémente bien ces critères d'acceptance, ben, c'est au moment du build, au moment de l'intégration, si ça passe, il est sûr et certain d'avoir respecté tous les critères d'acceptance de sa fiche et dire bon c'est bon j'ai fait 100% et ça fonctionne. Et puis d'un autre côté en face ça les rassure parce qu'ils ont un compte rendu qui est compréhensible par des personnes plus métiers et ils ont tous les scénarios qui ont été passés. Donc ils peuvent se dire en les lisant tiens j'ai oublié ce critère d'acceptance, bah, je vais essayer de le tester. Euh, et je vais le rajouter dans. Et si c'est KO, bah, je vais rajouter une fiche d'évolution avec ce critère d'acceptance à ajouter parce que tout n'avait pas été vraiment pensé au moment de la définition première de le user story. Voilà. Donc là, on est au niveau plus global, plus fonctionnel. On était très technique juste avant et là, on est vraiment en relation avec du coup notre métier. Alors, un dernier concept, je vais aller vite. Non, non, je suis bien. Un dernier concept, bah, c'est le kata. Donc le kata, c'est hérité un peu des mouvements d'arts martiaux. Donc en fait, c'est un terme du coup japonais, en arts martiaux, pour désigner des exercices faits de mouvements tels que les enchaînements. Il permet d'approfondir des techniques, mais aussi de développement de la mémorisation physique à force de répétition. Donc l'adaptation un peu à notre contexte, c'est la rencontre de plusieurs personnes qui souhaitent travailler sur un défi de programmation de façon collective. Donc on organise des dojos. Et en fait, le but du coup, c'est de l'apprentissage des bonnes pratiques par la répétition d'exercices. Donc on fait plusieurs exercices dans des contextes différents, mais voilà, le but c'est à chaque fois de remplir un nouveau défi. Et aussi par le partage d'expériences.
Donc voilà, on peut travailler avec une autre personne ou plusieurs autres personnes et qui vont dire, moi j'ai déjà rencontré ce cas-là, voilà comment je me suis débrouillé, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, à la fois, tout le monde évolue ensemble et parfait, et ben, on l'a tous fait, hein. Il y a des tâches la première fois, on met très longtemps à le faire, la deuxième fois un peu moins longtemps, la troisième fois encore moins longtemps, et à la fin, ça devient un réflexe. Et du coup, là, ça, c'est valable aussi dans le code. Il y a des choses qui, au départ, on ne sait pas trop comment gérer des cas. On trouve une solution, pas forcément terrible. On réessaye dans un contexte différent, mais on réessaye, on va trouver quelque chose d'un peu mieux. Mais comme on a un pote qui a eu cette expérience-là, il va dire, bah non, fais plutôt comme ça serait c'est plus simple et plus robuste. Et bien, du coup, tu vas t'essayer à ça, et peu à peu, ben, des choses qui te semblaient complexes avant, ben, on va dire, vont te sembler automatiques de les résoudre par la suite. Et du coup, voilà, c'est généralement, les katas sont généralement faits en pair programming, c'est toujours deux sur un PC, un qui code et un qui suit ce que fait l'autre. Et puis voilà, bon, il y a une étude qui dit que en fait on est vraiment à 100% en coding que 20 minutes d'affilée. Donc nous on passe des journées entières. Bah, en fait, du coup, ben, l'idée c'est d'échanger ben, celui qui code et celui qui accompagne à peu près toutes les 20 minutes. Comme ça, pendant que une personne code, l'autre se repose. Et, euh, et au final, on va beaucoup plus vite que deux personnes séparément. Euh, bon, j'en arrive aux conclusions. Ben, pour les développeurs, en fait, ben, le message c'est rester motivé, partager un max, ben, aussi formez-vous, impliquez-vous. Et surtout, voilà, vous êtes là pas pour exécuter ce que dit vos clients, mais avoir une collaboration et avoir la possibilité d'aider le client. Et on a la force et aussi on a les éléments pour pouvoir aider le client. Mais pour ça, il faut s'impliquer aussi, c'est-à-dire ben, ne pas rester simple exécutant, mais aussi ben, s'investir un peu plus, mieux comprendre le métier de nos clients, le métier de notre projet, euh, pour, pour pouvoir, sur la base de notre connaissance du logiciel, pouvoir mieux aider le client sur les décisions, sur les caps qu'ils veulent prendre, etc. Donc on n'est pas là à attendre une fiche qui tombe et l'exécuter, on est là pour ben, l'accompagner dans sa réflexion au moment de la conception des fiches, des user stories. Et bah, c'est là où ben, c'est pas forcément dans toutes les équipes agiles qu'on a, mais le meilleur moment pour faire ça, c'est vraiment le grooming, où c'est là où voilà, on peut échanger avec le métier et proposer des choses, s'imprégner des besoins, voilà, alerter s'il faut, mais toujours dans le but d'aider. Là, je passe plutôt ceux qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas développeurs, mais qui travaillent quand même aussi dans l'IT. Voilà. Rappelez-vous que les développeurs sont des artisans, pas des exécutants. Donc voilà, c'est plus le moment, c'est plus d'actualité. On n'est plus là que pour euh, coder des lignes qu'on nous demande de coder. On est là aussi pour proposer une solution à tous les besoins. Euh, les développeurs sont de bons conseils et qu'il faut les aider à s'impliquer et ils vous le rendront. Si on donne la parole aux développeurs, qu'on les fait participer à certains ateliers
ben, ils pourront arriver avec des bonnes idées. Et ça sera toujours du gain pour tout le monde, parce que si jamais ben, la solution, du moins si on arrive avec une solution toute trouvée, ben, si ça bloque, ben, ça sera trop tard ben, soit on va essayer de mettre des carrés dans des ronds et à un moment ça clash, ou soit on va dire ben, non stop et tout le monde va perdre du temps, etc. Et puis au niveau des entreprises, bon là je sais, c'est qu'il faut accepter que le développement de qualité a un coût et que ça coûtera beaucoup moins cher plus tard.